Bonjour à tous et bienvenue sur Équilibrez-vous, le podcast qui vous aide à rééquilibrer votre santé. Je suis Wilfried, coach en nutrition depuis 2014 et ma mission c'est de vous aider à reprendre le pouvoir sur votre santé grâce à une approche scientifique et naturelle. Lors de chaque épisode, les invités et moi-même partageons nos expériences et nos connaissances afin de vous donner les clés d'une vie plus épanouie. Pour ce premier épisode, j'ai choisi d'inviter Julie Robveil, qui a une histoire super inspirante à nous raconter. Vous allez voir, elle a vécu une grave maladie et puis grâce à un moral d'acier et pas mal de changements sur son style de vie, elle l'a mis au silence. Bonjour Julie. Bonjour. Alors, donc, tu es la première invitée de ce podcast. J'ai lu ton livre, donc, qui s'appelle Oser se dépasser, comment la sclérose en plaques m'a fait aimer la vie, qui est sorti récemment, au mois de septembre, si je ne m'abuse. Ouais. Ça raconte du coup ton histoire, ton parcours avec la sclérose en plaques. Et donc, on va, pendant cet épisode, un peu, voilà, balayer les grands thèmes que tu abordes dans ce livre pour que tu puisses un petit peu partager avec les auditeurs ton histoire et les inspirer. Avant de démarrer, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu, voilà, de ton parcours, voilà. Qui es-tu, Julie? Oui, bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ton premier podcast. Euh, je suis Julie Reveil, j'ai 47 ans. Je viens d'écrire un livre qui parle de mon parcours, justement. Alors, je spoil pas le reste de l'interview parce qu'on va en parler. Mais je parle de alors c'est mon témoignage sur ce parcours. Ça se veut pas une recette toute faite. C'est vraiment ce que moi j'ai mis en place pour essayer de sortir de la sclérose en plaques, justement. Voilà, sinon je suis maman de deux adolescents et voilà, féru de sport Et oui, également. parce qu'on va en parler après, mais tu as couru un marathon et tu as d'autres projets justement sportifs, je crois, à venir. Donc on va en reparler aussi. Ce sera super intéressant. Du coup, pour revenir un petit peu aux origines, comment tout a commencé. Donc quand j'ai lu ton livre, en fait, il y avait une coïncidence amusante ou pas. C'est que tu racontes un peu que tu avais fait un devoir avec je crois que c'est ton petit ami de l'époque de mémoire, hein, Oui. un devoir pour voilà l'université où tu étais aux États-Unis, qui parlait de la sclérose en plaques. Et ensuite, donc raconte-nous, hasard ou pas, tu as découvert que tu étais toi aussi atteinte de sclérose en plaques. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu dans les grandes lignes le contexte de tout ça? Voilà. Donc j'avais 24 ans, j'étais partie pour une année d'études aux États-Unis, d'études finales, parce que c'était ma cinquième et dernière année, j'avais pas l'intention de continuer, pour faire un Master of Business Administration dans une grande université à Boston. Et effectivement, on travaillait sur ce devoir qu'on devait faire en marketing, si je me souviens bien, qui évoquait une étude de cas concernant la multiple sclerosis, donc le terme en anglais, qui veut dire sclérose en plaques, et que je découvrais un peu, en fait. Voilà. Et quelques jours après, j'ai eu un symptôme assez inquiétant qui était d'avoir toute la partie droite du visage qui était complètement comme du plastique, en fait, insensible, et que je ne pouvais plus bouger cette partie du visage. Euh, donc voilà, je me suis pas tout de suite inquiétée, sauf au bout de quelques jours, voilà, je suis allée à- aux urgences de l'hôpital le plus proche. Et ils m'ont très rapidement diagnostiqué la sclérose en plaques, avec une prise en charge qui est un peu différente aux États-Unis qu'en France. C'est-à-dire qu'ils vont traiter directement dès la première poussée aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit,
You have multiple sclerosis. C'est là que j'ai fait le lien. Je me suis dit, bon, ok, ça a l'air grave. Euh, et je leur ai dit, bon, en gros, bah, avec toute ma naïveté de 24 ans, je leur ai dit, ok, bah, pas de problème. Quelle est la pilule qu'il faut prendre? Et je repars dans ma vie à 1000 à l'heure. Et c'est là qu'ils m'ont dit que c'était une maladie incurable, que je l'aurais toute ma vie. Euh, Et ouais, voilà. je comprends effectivement, ça peut être facile, surtout que, comme tu dis, à l'époque, tu ne connaissais pas cette maladie. Donc, Non. tu partais un peu de zéro d'un point de vue connaissance. Alors, justement, pour ceux qui ne connaissent pas, un tout petit point sur la sclérose en plaques pour définir et comprendre un peu le principe. C'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire en fait que c'est le système immunitaire du corps qui s'attaque à nos propres organes. Et dans le cas de la sclérose en plaques, le système immunitaire va venir attaquer ce qu'on appelle la gaine de myéline. Donc, c'est une sorte de protection qui a autour des nerfs, un peu comme sur un fil électrique, vous avez la partie plastique qui protège le cuivre. Sur les nerfs, c'est à peu près pareil pour schématiser. Et donc, le système immunitaire vient attaquer la protection des nerfs et à force, forcément, les nerfs marchent moins bien. Et comme on l'a vu dans ton cas, effectivement, ça peut emmener des paralysies. Toi, donc, ça commençait par le visage, par ce qu'on appelle une hémiplégie, c'est-à-dire en fait une paralysie d'un côté Oui. du Et corps, que sur le visage. que sur le visage, voilà. Oui. Et donc, effectivement, en théorie, c'est incurable parce qu'une fois que le système immunitaire a commencé à s'attaquer au corps, on peut pas lui dire de faire l'inverse. On va voir que c'est un peu plus compliqué que ça, mais officiellement, c'est comme ça. Du coup, toi, donc, comme tu as dit, comment tu as réagi par rapport à ce diagnostic quand les médecins aux États-Unis t'ont dit que c'était incurable? J'imagine que ça doit être très, très dur à entendre, surtout à 24 ans. Ouais, ça a été hyper dur. Et surtout que j'avais pas toutes les... Enfin, je suis allée chercher les réponses à mes questions sur Google, toute seule dans ma chambre d'étudiante. J'ai passé une nuit à scroller voilà, tous les sites qui étaient présents sur le sujet sur Google, les photos, les vidéos, les témoignages de patients. Et la façon dont j'ai appris le diagnostic, après coup, hein, c'est un peu facile de le dire aujourd'hui, plus de 20 ans après, mais ça a été quand même traumatique aussi d'apprendre le diagnostic comme ça. Seule, face à l'ordinateur, avec toutes ces photos et ces informations hyper négatives, en fait. Je voyais aucune issue à ce qui m'arrivait, en fait. Et comme tu dis d'ailleurs dans ton livre, les médecins, je crois, t'avaient dit de te préparer peut-être à terme, dans un futur lointain, à finir peut-être en fauteuil roulant. Voilà. Parce que effectivement, comme on l'a dit, la sclérose en plaques attaquant les nerfs, bah, au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, plus ça va, moins ça va. Euh, et toi, justement, là où c'était, d'ailleurs, une petite parenthèse, le but aussi de cette vidéo, de ce podcast, c'est peut-être qu'à terme, quelqu'un tombe aussi dessus via une recherche Google comme tu l'as fait à l'époque et voit qu'il y a de l'espoir. Parce que ce sera un peu la conclusion, sans spoiler, mais un petit peu quand Voilà. même, qu'il y a de l'espoir et que si une personne tombe sur cette vidéo suite à une recherche Google, suite à un diagnostic de sclérose en plaques, première chose à faire forcément, c'est de ne pas se laisser abattre parce qu'il y a de l'espoir et donc on va voir du coup en changeant son style de vie, il y a des possibilités d'aller beaucoup mieux. Ce sera en tout cas une des conclusions. Euh, Toi justement, pour entrer dans le vif du sujet, donc, au début, t'as forcément, avant de changer ton style de vie, t'as subi, on va dire, t'as eu des poussées, notamment assez fortes. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, ces premières grosses poussées? Euh, alors, les grosses poussées ne sont pas arrivées tout de suite. Elles sont arrivées une dizaine d'années après. D'accord? Mais ouais, avec cette annonce du diagnostic, avec voilà, ma solitude face au diagnostic, euh, il y a à peu près, on va dire, entre 5 et 10 années où j'étais vraiment
Enfin, je savais pas quoi faire. J'avais peur de cette épée de Damoclès qui était au-dessus de ma tête. Euh, du coup, j'avais des problèmes de sommeil aussi. Je n'arrivais pas à m'endormir par peur de déclencher une poussée pendant la nuit. Euh, je parlais pas de la maladie aussi. J'avais C'était un décidé. sujet tabou, tu voulais pas en parler à ta famille, etc. Tu disais dans ton livre. Alors, ma famille, si par la force des choses, j'ai été un peu obligée. Ouais. Par contre, mes proches, les personnes avec qui j'ai travaillé pendant les 10 premières années, je, je ne pouvais pas dire le mot sclérose en plaques. C'est vraiment physiquement, hein, mentalement et physiquement, ça restait bloqué dans ma gorge. Je- je- voilà, pour tout un tas de raisons. La peur du jugement, la peur que les personnes me voient différemment, euh, réagissent différemment et de la pitié par rapport à Hmm. moi. Tu voulais pas être catalogué en fait comme étant malade en fait. Tu voulais vivre une vie Voilà. normale Ouais. entre guillemets. Enfin, du moins la Oui. perception que tu voulais que les autres aient de toi, c'est une personne normale en tout cas. Voilà. Ok. C'est ça. Et et donc ouais, juste pour que les gens comprennent un petit peu à quel point ça peut être impactant quand t'as eu, enfin t'en parles un peu dans ton livre justement, t'as eu des poussées qui t'ont littéralement laissé en fait où tu pouvais quasiment plus bouger en fait les premières Ouais. grosses poussées, c'est ça, hein. Alors oui, tu me demandais les premières Ouais. poussées dans cette période où j'étais vraiment mal psychologiquement. J'ai fait à peu près 5-6 poussées euh, qui pour moi à l'époque étaient énormes, mais avec le recul, voilà, c'était des poussées sensitives. J'avais des sensations dans les mains, dans les bras, dans les jambes. Donc, avec le recul, c'était pas hyper grave, mais c'était des poussées quand même. J'ai appris après, en comprenant mieux la maladie, que toutes poussées de sclérose en plaques sont des poussées, on va dire au niveau 1, qu'elles t'handicapent ou qu'elles soient des poussées de sensation, en fait. Donc, c'était des poussées quand même. Ok. Mais au niveau handicap, elles n'étaient pas très handicapantes. Et Elles ont c'est pas laissé de séquelles, on va dire entre guillemets. Quand t'avais un pic en termes de symptômes, parce que c'est la définition en fait de la poussée, hein, voilà. c'est que vraiment ça t'impacte très fortement. Mais après, une fois qu'elle s'est calmée, tu redevenais à un niveau normal, on va dire. Oui. Et à chacune des poussées, j'avais aussi des bolus de cortisone pour Hmm, faire baisser l'inflammation, d'accord. qui permettaient justement de baisser les symptômes et de redevenir à la normale. C'est en 2008 et 2010, à la période concomitante où j'ai eu mes deux enfants, que j'ai eu là des poussées très invalidantes, très handicapantes, où j'étais complètement hémiplégique. Alors, là, pas que sur le visage, hein, comme on parlait de la première poussée, mais vraiment sur tout le corps, une fois du côté droite et une fois du côté gauche. Ok. Donc là, tu pouvais littéralement plus marcher en fait. T'étais Ouais, bloqué. Ok. ouais. C'est arrivé très vite. La première, je me suis réveillée un week-end hyper fatiguée. J'ai dit à mon conjoint, bah, je vais me reposer sur le canapé un moment. Je me sens bizarre. Et après, je pouvais plus me lever Hmm. au bout d'une demi-heure. Ok. Euh, Donc effectivement, des conséquences assez graves. Euh, Là où toi, tu as eu peut-être un parcours différent par rapport à d'autres personnes qui ont cette maladie, dis-moi si je me trompe, mais c'est qu'à un moment, il y a peut-être eu une sorte de switch dans ta tête, ou peut-être dès le début, tu t'es dit, non, j'ai pas envie d'être malade et j'ai envie de faire tout pour trouver une solution. Et c'est là justement que tu as commencé à t'intéresser au style de vie, à notamment l'alimentation, on va en parler un petit peu après. Qu'est-ce qui t'a fait justement décider de ne pas te laisser abattre? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit non, moi ce sera différent. alors, c'est venu assez rapidement en fait.
tu vois, quand j'étais aux États-Unis, ils me donnaient rendez-vous pour le lendemain pour commencer les traitements de fond. Hmm. Euh, et là, bah, je trouvais ça vraiment trop rapide. Et du coup, j'ai décidé de me faire rapatrier en France pendant quelques semaines pour à nouveau avoir enfin, un, un autre diagnostic, euh, voir ce qu'ils me proposaient en France également. Donc, c'est pour ça que je disais le suivi du diagnostic en France et aux États-Unis est différent. Parce qu'aux États-Unis, ils voulaient me traiter dès le lendemain. En France, on attend deux, voire trois poussées avant de proposer les traitements de fond. D'accord. Et hyper rapidement, du haut de mes 24 ans, instinctivement, quand on m'a présenté les traitements de fond, avec tout ce qui va avec, hein, non seulement c'était statistiquement pas hyper intéressant, on me disait, bon, si tu prends ça, tu auras tant de probabilités en moins d'avoir des poussées, mais c'est vraiment des probabilités sur des milliers de patients, sachant que la sclérose en plaques est souvent, on dit souvent qu'il y a une sclérose en plaques par personne qui sont malades, hein. Et l'autre côté, on me disait, bon, si vous prenez ces traitements, voilà, les effets secondaires sont assez importants. Donc, sachant que c'était il y a 20 ans, on me disait en gros, bah, pendant une semaine, tu auras des effets, un état grippal. Les 3 semaines après, ça devrait aller. Euh, C'était un peu la peste ou le choléra, en fait, quoi. On disait, il y a deux voilà. solutions, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, d'un côté, je me suis dit, bon, statistiquement, j'ai peu de chances de baisser mes chances d'avoir des poussées. Et de l'autre côté, c'est sûr que pendant une semaine par an, par mois, pardon, je vais être mal et dans un état grippal et j'avais pas envie de ça. Et en même temps, j'avais une petite voix qui me disait, bon, et puis des gens qui commençaient à me parler, qui me disaient, j'ai entendu parler de tu devrais aller voir un tel, etc. Parce Euh, qu'effectivement, suite à tes recherches sur Internet, que j'imagine que tu t'es pas arrêté à la nuit où tu as eu le diagnostic, tu as peut-être fait d'autres recherches par la suite. Est-ce que tu n'es pas tombé sur des cas ou des personnes qui avaient réussi à mettre au silence leur sclérose en plaques via leur style de vie, justement? alors, à l'époque, sur Internet, non. Non? Ok. C'est plus des personnes, par exemple, une amie de ma mère qui lui a parlé du docteur Signalé, Ouais. qui était encore en vie à l'époque et qui recevait des patients à l'université de Montpellier. Du coup, j'ai pris un rendez-vous, je suis allée le voir à Montpellier. Alors là aussi, ça a été un peu un choc parce que, ok, c'était une solution alternative, mais il y avait du boulot quand même. Il Oui. fallait que je change toute ma façon de m'alimenter. Euh, Alors, juste pour présenter un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, le docteur Sagnalet, en fait, il a inventé ce qu'on appelle le régime hypotoxique. Il s'est tout de suite, enfin, très tôt intéressé justement à l'impact de l'alimentation sur beaucoup de maladies modernes. Et ce régime hypotoxique, il a pour vocation de mettre au silence la plupart des maladies modernes, donc la sclérose en plaques, mais aussi le psoriasis, beaucoup. Enfin, la liste des maladies, elle est très très longue. Et pour chaque maladie, du coup, il y a pareil. Il a fait des tests, il a fait pas mal de d'études, et il a des cas très concrets de personnes qu'il a réussi à aider. Et c'est pour ça qu'il était connu en fait via son régime, le régime hypotoxique. Et je crois que son livre s'appelait L'alimentation ou la troisième médecine, parce que il s'est ouais. rendu compte à quel point l'alimentation avait un impact très fort sur notre santé. Donc tu as eu la chance de pouvoir le rencontrer parce qu'effectivement c'était une personne qui a été très inspirante. Pour ceux qui s'intéressent à l'alimentation santé, c'était un des membres fondateurs, on va dire. Donc tu as eu beaucoup de chance de pouvoir le rencontrer. Ouais, je me suis rendu compte de ma chance après. Euh, mais du coup, il avait passé plus d'une heure à m'expliquer très clairement en fait les piliers de son régime.
qui était une alimentation sans gluten. Alors, je ne connaissais pas ce que c'était le Le gluten. gluten, hein. Donc, voilà, il m'a annoncé bah, pizza, pâtes, croissant, pain, tu ne pourras plus en manger. Sachant que j'étais étudiante à l'époque, bon, c'était un peu la base de mon alimentation. Ah oui, tu as on d'ailleurs va une dire. petite parenthèse, c'est intéressant parce que quand j'ai lu ton livre, pareil, je l'ai surligné et je l'ai envoyé à Fiona avec qui je travaille pour lui montrer. Euh, Tu disais, il y a un passage où tu dis que ta vie d'étudiante se résumait, enfin, pas se résumait, mais tu sortais beaucoup, tu fumais et la base de ton alimentation, c'était les pâtes. En fait, comme beaucoup d'étudiants, parce que voilà, par manque de moyens, par facilité, etc. On va dire, tu n'avais pas un style de vie très sain, on va dire, objectivement. Mm. Non, c'est vrai. Effectivement, tu as, tout résumé. Et Et puis après, effectivement, là où c'est intéressant aussi, c'est que quand on a une prédisposition à déclencher des maladies, ce qui était peut-être ton cas effectivement pour la sclérose en plaques, le fait d'avoir un style de vie pas top, en général, ça peut favoriser l'allumage des maladies, ce qu'on appelle en fait l'épigénétique, le fait que notre style de vie influence notre génétique. Euh, donc c'est pour ça qu'effectivement, et dans ton cas, je pense que tu avais sûrement une prédisposition à la sclérose en plaques, et ton style de vie n'a pas du tout aidé, on va dire. oui. Mais c'est comme beaucoup d'étudiants, moi je suis passé par là aussi. Enfin, quand j'ai eu le déclic de passer à l'alimentation santé, c'est parce que j'avais un style de vie pareil qui était pas top. Moi c'était beaucoup moins grave que toi. Moi c'était des allergies, c'était des boutons sur le visage, c'était une énergie très faible. Mais je me suis rendu compte que tout ça en fait c'était lié en grande partie à mon style de vie aussi, quoi. Alors, ouais, c'est intéressant que tu parles de déclencheur. La sclérose en plaques, c'est une maladie qui est multifactorielle. Et un mois avant de partir aux États-Unis, je me suis fait vacciner de l'hépatite B. Vaccin qui est souvent soupçonné de déclencher la sclérose en plaques. Euh, donc voilà, mais je devais avoir aussi un terrain. Disons que les vaccins, ils ont une sorte de capacité en fait à énerver le système immunitaire, parce que le but justement c'est euh, présenter au système immunitaire un pathogène volontairement pour qu'il soit ensuite analysé et qu'il rentre dans la mémoire immunitaire. Donc effectivement, c'est c'est le fait en fait d'énerver, on va dire, je mets des guillemets sur le mot, d'exciter le système immunitaire qui, dans ton cas, effectivement, n'a clairement pas aidé, vu qu'à la base, la sclérose en plaques est une maladie auto-immune, donc où c'est le système immunitaire qui s'attaque à ton propre corps. Le fait de déclencher comme ça une réaction immunitaire, ça peut avoir un effet cascade, en fait, effectivement. Mm. Euh, oui, je reprends sur les piliers de l'alimentation. Donc, gluten, j'en mangeais plein. Les produits laitiers, j'étais complètement fan de fromage. Je faisais des soirées fromage avec mes amis. Et le troisième pilier, enfin, c'est de ce régime de cuire et de manger des aliments qui ont été cuits à moins de 110 degrés, 100 ou 110 degrés, À basse euh, température. Hein. voilà, pour ne pas altérer voilà, les nutriments des aliments. À part le Voilà. gluten et les produits laitiers, est-ce qu'il y avait d'autres produits à éliminer? Ou c'était les principaux? Euh, non, c'est les D'accord, trois ok. piliers de cette alimentation. Et inversement, tu devais plutôt privilégier les aliments bruts, naturels, j'imagine aussi. Bah oui, par le besoin de peu cuire les aliments, oui. D'accord. Fallait manger plus cru, très peu cuit, etc. Ce qui, je te le cache pas, a été assez compliqué à mettre en place. Donc, je suis ressortie de ce rendez-vous avec le docteur signalé avec cette information qui me paraissait tout à fait logique par rapport à la façon dont le corps fonctionne, l'inflammation, etc. Mais avec une difficulté de le mettre en place au jour le jour J'imagine, en ouais. sortant de son cabinet, quoi.
Et du coup, en même temps, tu as arrêté de fumer, j'imagine, par la même occasion. C'était avant, après, non? Ça? Alors, pas tout de suite, mais Pas tout quelques de années suite. après, j'ai arrêté D'accord. de fumer, effectivement. Ok. Euh, J'imagine que ça allait avec, en fait, prendre soin de sa santé en général. ouais, Tu ouais, pouvais pas continuer à fumer, en fait. C'était pas logique, quoi. voilà. Il y a Ok. eu la prise de conscience, ensuite essayer de manger sans gluten. Alors, il faut se rappeler qu'il y a 20 ans, à Paris, il devait y avoir un ou deux, j'habitais à Paris à l'époque, un ou deux magasins bio, que c'était extrêmement cher. Voilà, j'étais jeune professionnelle, etc. Donc, c'était un budget, quoi, et c'était pas forcément très, très bon. Je me rappelle de pâtes sans gluten que j'ai achetées à l'époque qui coûtaient, alors, voilà, c'était encore les francs, presque 100 francs le paquet, Ouais. que j'avais fait cuire, qui était une pâte immonde, sans goût, sans saveur. Clairement, aujourd'hui, là, on a beaucoup plus de chance parce que le Ouais, sans gluten s'est démocratisé de façon très importante. Mais c'est vrai que j'imagine, il y a 20 ans, ça devait être une galère sans nom de devoir manger sans gluten, quoi. J'imagine. ouais, ouais, c'est clair. Donc, ça s'est Suite fait à ce petit changement à alimentaire, petit, hein. excuse-moi, tu disais, pardon? Ça s'est fait petit à petit la mise Ouais. en place de ce régime. Mais en Est-ce, gardant en tête le régime tout le temps et en essayant d'adapter selon ce que je pouvais, quoi. est-ce que tu as changé d'autres choses sur ton style de vie à part l'alimentation? Oui, bien sûr. Alors, on a dit que j'avais arrêté de fumer. Je me suis mise à faire du sport. Important. Euh, voilà. Parce qu'à la base, tu n'étais pas quelqu'un de sportive spécialement. Alors, jeune, j'ai fait pas mal de sport. Voilà, je faisais pas mal de ski. Bon, j'étais pas non plus au fond de mon canapé tout le temps, mais c'était pas, voilà, c'était pas mon habitude. Voilà. Ok, Après, j'ai commencé à courir. Euh, Au début, voilà, euh, petit à petit. Ça aussi, ça s'est fait petit à petit. tu t'as commencé à courir dans le but de prendre soin de ta santé ou tu as eu un autre déclencheur en parallèle? C'est pour toi, c'était une vision globale de la santé, de devoir faire de l'activité physique, c'était important? Le déclencheur, ça a été bah, c'était après ma première grossesse, en fait. Ok, J'avais envie de, voilà, retrouver le pouvoir sur mon corps, et puis de manger mieux. Ouais, ça s'est vachement déclenché, je pense, avant de tomber enceinte. d'accord. Et puis après, là, j'étais vraiment à fond dans le régime signalé. Je me suis mis à faire du sport. Alors, j'avais arrêté de fumer quelques années auparavant, etc. Donc, c'est là où j'ai vraiment été sérieuse et j'avais la capacité de mettre en place tout ça dans ma vie, en fait. Tu penses que la partie activité physique, c'était un déclencheur important dans la prise de la reprise en main de ta santé? Parce que j'imagine en fait qu'au début, c'est pas facile de se remettre à la course à pied quand justement on part quasiment de zéro. Au début, la première fois que je suis allée courir, c'était autour de ma maison. J'ai cru que j'avais un problème au cœur. Tu crachais tes poumons, j'imagine. Voilà, je crachais mes poumons. Et puis voilà, après on fait un quart d'heure, et puis après ça devient une demi-heure, trois quarts d'heure, on commence à courir avec des amis, et puis le plaisir arrive au bout d'un moment. Mais c'est sûr qu'au début, au Juste début, avant de parler justement de ce challenge que tu t'es donné de courir un marathon, tous ces changements sur ton style de vie, aussi bien la partie alimentation que activité physique, ça a eu un impact du coup sur ta sclérose en plaques. Tu as vu que tu avais du coup sûrement moins de poussée. Comment ça s'est passé? Comment ça a évolué ta maladie à ce niveau-là? alors, quand j'ai eu les deux grosses crises qui m'ont rendue hémiplégique, euh, forcément, je me suis posé des questions sur l'efficacité du régime. Euh, et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai récupéré très vite.
Et en fait, la première poussée, ça a été hyper important. En fait, mon neurologue a pris rendez-vous avec d'autres neurologues sur un grand centre de sclérose en plaques qui se trouve à Marseille pour savoir quelles étaient les doses de bolus de cortisone à me donner, etc. Euh, euh, J'étais vraiment handicapée hein, dans mon lit d'hôpital. Il y a une assistante sociale qui est venue me voir plusieurs fois pour créer mon dossier de jeune handicapé. Il commençait à parler de solutions à mettre en place, de logement spécial. En fait, toutes ces choses, alors, je les comprenais, hein, parce que je pouvais pas bouger, effectivement. Mais dans ma tête, je savais que non. En fait, je leur disais, mais je vais remarcher, en fait. Et ça, c'est super important. Enfin, au-delà de l'alimentation, au-delà de l'activité physique, à partir du moment en fait où tu as une volonté farouche de vouloir combattre la maladie et de ne pas la subir, tu mets déjà, je pense, un poids énorme de ton côté pour aller mieux. Parce que beaucoup de gens, malheureusement, se laissent abattre, voient ça comme une fatalité, disent c'est le destin ou l'univers ou que sais-je, et c'est comme ça, c'est pas de chance sur la loterie génétique, j'ai pas eu de chance. Et, et je pense que cette volonté farouche que tu as eue de dire non, eh ben, ça a dû jouer en grande partie, je pense, sur je dirais pas guérison, mais au moins sur le fait qu'aujourd'hui, tu ailles beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Ouais, ouais, j'en suis sûre, mais il y avait aucun doute pour moi, en fait. Je voyais dans les yeux des autres qui se disaient, bon, elle est Elle est gentille. gentille, mais elle se rend pas compte, quoi. Elle est gentille, mais elle se rend pas compte. Et Ouais. justement, c'est intéressant le regard des autres, aussi bien ton entourage proche, donc ta famille, que la communauté médicale. Comment est-ce qu'ils accueillaient euh, ce changement que tu opérais? Est-ce que tu leur disais, par exemple, que tu as été voir un spécialiste qui te disait de changer ton alimentation? Est-ce que pour eux, ça faisait sens? Ou est-ce qu'ils voyaient ça comme une sorte de lubie et que, en fait, voilà, t'es gentil, quoi? Je pense que ça faisait sens. Euh, mais c'était dur pour eux de l'intégrer au jour le jour, en fait. Hmm. Donc, mon compagnon, au bout d'un moment, il a dit OK. Donc, je cuisinais comme ça, on faisait attention, etc. Pour les fêtes de famille, ça a toujours été un peu plus compliqué Ouais. de devoir sans cesse rappeler que non, je ne mange pas de fromage. Mince, il y a de la crème dans ce gratin, etc. Oui, c'était pas. Et les médecins C'était- qui te suivaient, est-ce qu'ils accueillaient favorablement ce changement de vie? Alors, Ou est-ce qu'ils étaient dubitatifs? voilà, très bonne question. Alors, quand j'ai eu la première des grosses crises où j'étais complètement hémiplégique, je pouvais plus bouger. euh, En fait, je me suis rendu compte de l'effet du régime parce que au bout de 3 mois, je remarchais. Évidemment, je suis passée par un centre de rééducation, j'ai fait de la kinésithérapie, etc. Mais je remarchais. Je suis arrivée dans le cabinet de mon neurologue de l'époque, qui m'a regardée comme ça de la tête aux pieds et m'a dit clairement, je pensais pas vous revoir sur pied. Hmm. Est-ce Euh, qu'ils s'attendaient à te voir en fauteuil roulant, pour être clair, quoi? Hmm. ou au moins avec une canne. Oui, Enfin, oui. Hmm. il m'a pas précisé, mais voilà, c'était clair que je C'est, pensais pas revoir marcher en fait. c'est pas normal, entre guillemets, que tu marchais, quoi. Voilà. Et c'est là que je lui ai dit, bah écoutez, ça fait plusieurs années que je suis un régime euh, anti-inflammatoire qui s'appelle le régime sénalier, dont les piliers sont ça, ça et ça. Et il m'a regardé de façon un peu compatissante, enfin Condescendant, non? condescendante, voilà plutôt, en me disant bah, si ça vous fait plaisir de croire ça, ma petite dame,
C'était presque limite comme si tu parles de l'astrologie, en fait, quoi. Voilà. Alors qu'en fait, c'est de la science aussi, sauf que c'est de la science qui n'est pas enseignée dans l'école, enfin à l'école médicale, quoi. L'alimentation n'a pas l'impact enfin, les médecins n'ont pas cet enseignement de l'alimentation comme on peut nous l'avoir quand on se rend compte à quel point c'est puissant, quoi. Pour eux, Ouais. c'est juste, pour faire simple, glucides, lipides, protéines, et puis voilà, quoi. Voilà. Je Donc, schématise, mais c'était pas forcément. entendable pour lui. Hmm. Je passais pour une folle dingue. Euh, et en même temps, c'est tellement logique. Ce que tu mets dans ton corps, c'est ce qui le nourrit, en fait. Voilà. Euh, Et donc, toi, tu as été de mieux en mieux, on va dire, là où normalement, les personnes qui ne font rien vont de moins en moins bien. Le temps passant, la sclérose en plaques fait que plus les années passent, moins on va bien. Toi, tu as été de mieux en mieux. voilà. Alors, pas tout de suite. Oui. Parce que, effectivement, 3 mois après, je me suis remise sur pied, j'ai recommencé à bosser, etc. Mais moins d'un an après, j'ai refait une poussée Mhm. quasiment identique, sauf que c'était l'autre côté du corps. Mais j'étais hémiplégique à nouveau. Et là, ouais, là, j'ai eu une baisse de morale, euh, où vraiment je me suis, ouais, j'ai tout remis en question. Je me suis, voilà, le Tu t'es dit, régime, ça marche pas, en fait, ce que je fais, quoi. Si. ben, ouais, je me posais des questions. Au Ok. fond de moi, j'y croyais encore, mais le résultat, c'était que je refaisais une poussée. Et de cette deuxième énorme poussée handicapante, je me suis remis sur pied hyper rapidement et j'ai décidé de continuer encore de plus belle dans le, dans le régime et encore mettre des choses en place pour aller plus loin en fait, pour aller mieux. En combien de temps tu t'es remis de cette nouvelle poussée? C'était La en... deux- C'était à peu près 3 mois aussi après. D'accord, ok. Avec, oui, les deux poussées, avec les médecins qui me disaient, bon, maintenant, il faudrait prendre les traitements de fond pour que, voilà, pour Tu que ça prenais me... tu prenais des médicaments quand même en parallèle ou pas du tout? Non, Non, toujours ok, pas. d'accord, Mais là, après la première poussée, voilà, je suis repartie avec la mallette du traitement de fond à la d'accord, maison. J'ai jamais pu me résoudre, en fait. Je me suis ok. dit, allez, je mets les bouchées doubles sur euh, sur les choses que je mets en place, donc sur le régime, sur le sport. Et puis, c'est pas mal là que je suis allée sur ce que j'évitais de faire depuis le début, mais sur travailler sur mon mental aussi. D'accord. Parce que au-delà de l'alimentation, de l'activité physique, tu t'es rendu compte que donc tu avais une force de pensée énorme à vouloir aller mieux, mais tu t'es rendu compte que peut-être tu avais des petits traumas qui traînaient dans ton passé qui pouvaient avoir un impact sur ta maladie, tu penses? Ouais, c'est ça. Ok. Donc l'idée, ce Euh, serait d'encourager les gens qui ont cette maladie aujourd'hui, en fait, à pourquoi pas consulter un psychologue ou quelqu'un qui peut les aider à soigner, on va dire, leurs blessures du passé. c'est ça. Euh, donc, j'ai vu pas mal de psychologues, mais d'autres techniques aussi. D'accord. Euh, Voilà, j'ai fait de l'EMDR, j'ai fait de l'hypnose, j'ai commencé à m'intéresser à la méditation, euh, j'ai fait des groupes de parole, voilà, des thérapies de groupe, j'ai un peu tout essayé. Euh, Et au final, ça t'a aidé, en fait. Au-delà de la ouais, maladie, on va dire, que c'était un bon prétexte, entre guillemets, de, de soigner les blessures du passé, peut-être. ouais, bien sûr. Bah, t'as déjà dû entendre le mal a dit, le Oui. mal a dit. Mais après, je trouve que c'est intéressant que tu eu, enfin, d'avoir cette vision holistique, on va dire, de la guérison. C'est que on peut pas, en fait, comme on l'a dit, travailler que sur l'alimentation. Toi, tu travailles sur l'alimentation, sur l'activité physique et sur le mental. Il y a aussi le sommeil qui est important, qui est un autre pilier de la santé, mais voilà, globalement, essayer de pas juste travailler sur un pilier de la santé, mais sur l'ensemble des piliers pour
aller mieux parce que je dis souvent, c'est que la santé, c'est comme une chaise, en fait. S'il y a un pilier qui est bancal, bah, la chaise, elle peut se casser la figure. Donc, il faut tout regarder, en fait. Et je pense que tu as bien fait d'aller voir, effectivement, des spécialistes pour parler des traumas du passé. C'est toujours bon à prendre et puis ça peut aider globalement à aller mieux pour la maladie et pour la santé en général, quoi. Ouais. Du coup, C'est, c'est pas facile, ah hein, non, d'y aller. parce qu'on va avoir des questions qui piquent, quoi. Voilà. Que- C'est remettre moi, des choses que le mental, le conscient et l'inconscient veut enterrer, en fait. ouais, c'est ça. Parce que le sport, bah, tu bouges, l'alimentation, c'est concret, c'est les pâtes sans gluten que tu achètes, aller chercher au plus profond de soi, de son inconscient, etc. Il faut du courage, mais ça vaut le coup, en fait. Tout à fait. Du coup, tu as mis tout ça en place, globalement, donc ça t'allait dans le bon sens. Et un jour, tu as eu l'idée folle de faire un marathon. Donc, c'était le marathon de Rome en 2022. Euh, Ouais. Pourquoi tu t'es dit, j'ai envie de faire un marathon? Pourquoi tu as eu cette idée saugrenue? Alors, saugrenue avec, pour moi, c'est positif, hein, c'est au sens, quelqu'un qui t'aurait vu encore quelques années avant, on aurait dit, mais déjà, si elle peut marcher, c'est bien, alors courir un marathon. Ouais, c'est clair. Euh, alors, plusieurs facteurs, en fait. Je t'ai dit que j'avais commencé à courir autour de chez moi, que bon, c'était hyper dur. Et puis petit à petit, j'ai commencé à me prendre au jeu. Et puis, voilà, dans mon environnement professionnel, j'ai commencé à travailler dans le milieu du marathon. Et du coup, à échanger avec pas mal de marathoniens, etc. Et pour moi, c'était, ah bah non, moi, je fais mon petit jogging du dimanche. Voilà, pas plus loin. Et puis, de fil en aiguille, on se, euh, on se fait prendre au jeu, on voit les gens qui arrivent à l'arrivée d'un marathon, on voit leur bonheur, leur fierté, l'accomplissement aussi. Et puis petit à petit, voilà, ça a commencé à me donner envie. Pardon. Et puis avec des amis, un jour, on s'est dit, bon, bah, allez, on se lance, on va faire un marathon, marathon de Rome. Et là, je me suis rendu compte que à l'époque où j'étais au plus bas, en fait, euh, un ami m'avait dit, écoute, Julie, t'inquiète pas, je suis sûre qu'un jour, tu vas courir un marathon. Et là m'est revenue cette phrase de mon ami. Euh, et ça a été comme un déclic, en fait. Je me suis dit, mais c'est dingue. Alors, il y a 20 ans, j'ai ce diagnostic. Il y a, je ne sais plus, peut-être 7 ans après, mon ami qui me dit ça. Et aujourd'hui, je m'en rappelle alors que je suis en train de cliquer pour prendre le dossard pour le marathon de Rome. Et j'ai eu le déclic aussi de me dire, mais ça fait 20 ans, en fait, que j'ai cette maladie. Et c'est là que j'ai eu envie d'écrire un livre pour diffuser, en fait. Je me suis rappelée de la Julie d'il y a 20 ans, devant son petit ordinateur, sur la faculté aux États-Unis, là, complètement démunie, complètement sans ressources, en fait. Euh, Tu t'es dit, il faut que j'écrive un livre pour transmettre mon histoire et donner en fait de l'espoir aux gens qui ont la L'espoir. même maladie. Et puis, ce marathon, c'était aussi pour toi une sorte d'aboutissement, montrer que finalement, enfin, t'aurais dû finir en fauteuil roulant. Finalement, tu cours un marathon, genre c'est l'apothéose en fait, quoi. C'est ça, Ouais. non? Ok. C'était pour fêter mes 20 ans de sclérose en plaques. Eh ben, écoute, comment s'est passé du coup le jour du marathon dans les grandes lignes? Comment t'as vécu ce moment entre le coup de départ et la ligne Alors, d'arrivée? C'était une aventure le- épique, j'imagine. ouais, le Que j'ai marathon, j'ai couru aussi un marathon à Amsterdam. ouais. C'était Amsterdam. C'était beaucoup de souffrance, mais aussi beaucoup de joie. C'était un mélange de souffrance et de joie, moi. Je crois que, enfin, tu me diras pour toi, mais je crois que c'était plus de joie que de souffrance dans ton cas.
Alors, si tu as couru un marathon, tu sais que le marathon, il commence pas le moment où il y a le coup de sifflet Ah non, du départ. moi, il a commencé au 30e kilomètre, moi. Le fameux. Ah, ouais, non, j'allais dire, le marathon, il commence 3 ou 4 mois avant, Ah quand oui, tu d'accord, commences ok, à d'accord, t'entraîner. d'accord. Ah oui, bien sûr. Mais ouais, ouais, là où je voulais venir, en venir, c'était le fait que, d'ailleurs, t'en parles un peu dans ton livre, le mur du marathon au 30e Oui, kilomètre. Moi, je me le suis pris en pleine face, mais genre bien comme il faut, quoi. Après, à l'époque, j'étais pas aussi sportif que je suis aujourd'hui. J'étais un piètre coureur et donc forcément, c'était pour moi. Le mur était pour moi, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'était une belle expérience. Et du coup, toi, alors, comment s'est passé la préparation et le jour J, euh, alors? ouais, j'étais donc avec tout le projet de livre en tête pendant tout l'entraînement marathon, etc. Ça m'a transcendé en fait. Je me suis, on va dire, surpréparée pour ce marathon. J'ai fait beaucoup de euh, visualisation de moi qui suis en train de passer la ligne d'arrivée. Mon objectif, c'était de courir ce marathon, peu importe le timing, mais de passer la ligne d'arrivée heureuse et en forme. Voilà. Du coup, j'ai passé un marathon de rêve, on va dire. Super entraînée, tout était facile. Alors, je suis pas allée super vite, hein, Hmm. mais mon objectif de passer la ligne d'arrivée, voilà, en forme, heureuse, a été accompli. En plus, il y avait mes enfants, mon conjoint à l'arrivée du marathon, c'était hyper fort. Évidemment, j'ai pleuré, voilà. Je sais pas comment s'est passé pour toi la ligne d'arrivée. Moi, je me souviens que c'était donc à Amsterdam, il y avait le grand stade olympique et lors de l'arrivée dans le stade, il y a une émotion qui est tellement immense. Enfin, la souffrance toujours là, mais en même temps, on est tellement heureux d'être là, de l'avoir fait. Je m'en souviens encore comme si c'était hier et c'était vraiment une joie immense, quoi. Donc, je pense que c'était pareil pour toi d'avoir franchi cette ligne d'arrivée, d'autant plus avec ton histoire, ça devait être quelque chose d'extraordinaire, je pense. Ouais, ouais, ouais. C'était un grand moment. Ok. Bah bravo en tout cas d'avoir couru ce marathon. Merci. T'as d'autres projets justement de type sportif pour l'avenir? Ouais, depuis, j'ai couru un autre marathon Ok. C'était où? à Madrid Madrid, ok. en mars 2023. Alors, pour le coup, ça a été beaucoup plus dur et pareil, je me suis pris le mur, le fameux mur au 30e kilomètre. Est-ce que t'as Donc, couru plus vite peut-être, non? ouais, moins préparé. Et puis, le jour J, en fait, tu sais jamais comment ça va se passer. J'avais mal dormi la veille, Ok. il faisait chaud. Enfin, plein de facteurs qui font que bah, ça s'est beaucoup moins bien passé qu'à Rome. Mais j'ai passé la ligne d'arrivée. Euh, voilà. Et là, je vais commencer à préparer le marathon des Jeux Olympiques, le marathon pour tous, qui se passe mi-août. Et je ne sais pas si tu sais, mais c'est un marathon, tu peux pas t'inscrire, tu peux pas acheter le dossard, il faut être tiré au sort. Ok. Voilà, il faut faire des challenges et être tiré au sort. Et j'ai eu la chance d'être tiré au sort Waouh, pour. génial. Et donc c'est à Paris, c'est ça? C'est à Paris. Alors, ouais, avec un parcours pas très facile parce que c'est Paris, Versailles, Versailles, Paris. D'accord. Et c'est un marathon de nuit. Ok. Voilà. Donc, on Avec va pas. ouais, c'est avec d'autres contraintes du coup. Si tu dois avoir la fatigue, forcément c'est un peu plus compliqué. Ouais. Ok, super super challenge en tout cas. Euh, Si on devait conclure, on avait commencé un peu ce podcast en disant que voilà, tu avais donc eu le diagnostic, tu avais fait des recherches sur Internet. Si quelqu'un du coup fait des recherches sur Internet et tombe sur cette vidéo, quel message t'as envie de donner à cette personne qui aujourd'hui doit être chamboulée, plein de questions, plein d'angoisses par rapport à l'avenir, et peut-être aussi à des personnes qui n'auraient pas forcément la sclérose en plaques, des personnes qui auraient des maladies en général sous-jacentes ou qui arrivent. Bah déjà, je serais super heureuse que qu'il ou elle tombe sur cette vidéo parce que
tout ce que je fais, l'écriture de ce livre, la communication autour du livre, c'est vraiment pour inspirer des gens qui apprennent ce diagnostic aujourd'hui. Et j'ai envie de leur dire, vous inquiétez pas, il y a des solutions. Euh, Ayez confiance. Recherchez ce qui vous fait du bien. Parce qu'encore une fois, le livre, c'est ce que moi j'ai mis en place. C'est pas une recette. J'ai pas envie de donner voilà, la recette de A à Z vous allez sortir de la sclérose en plaques, puisque c'est une maladie tellement compliquée que je n'irai jamais là-dessus. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des moyens qui existent. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de communication autour de ça, hein. D'ailleurs, ta chaîne YouTube y participe, mon livre y participe, il y en a plein qui parlent de ça aujourd'hui. Donc, l'information circule mieux. Euh, et j'ai envie de leur dire, mettez en place ce qui vous fait du bien à vous, ce qui vous paraît logique et aligné avec votre personne, en fait. Ok, super intéressant. Et effectivement, moi, je rebondirais juste effectivement sur ce que tu as fait concrètement, c'est-à-dire changer ton alimentation, pratiquer une activité physique, travailler sur ton mental. Euh, Tes médecins disaient que les médicaments que tu prenais, il y avait une histoire de statistique en fait. Et je pense que c'est pareil pour le style de vie en fait. Comme tu dis, changer son style de vie, ça ne va pas garantir d'aller mieux. On peut pas dire ça, on peut pas dire le mot soigner, on peut pas dire que ça va forcément euh, être la solution. Mais en tout cas, d'un point de vue purement statistique, plus on prend soin de sa santé, plus on a une meilleure alimentation, plus on pratique d'activité physique, plus on prend soin de son mental, plus statistiquement, il y a des chances qu'on aille mieux. C'est pas une garantie, c'est pas la solution, mais on va mettre toutes les chances de son côté pour aller mieux. Si on prend l'exemple inverse, quelqu'un qui mange de la merde, qui néglige son sommeil, qui fume, qui est sédentaire, qui a des traumas dans le cerveau en pagaille, c'est, on va dire, il a le terreau idéal pour déclencher des maladies. Donc, si on prend l'inverse, en ayant une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, en pratiquant régulièrement de l'activité physique, en ne fumant pas, en prenant soin de son sommeil, en prenant soin de son mental, en prenant soin aussi de nos relations, hein, ça c'est hyper important, les relations vont créer en fait qui on est vraiment nous aussi, et ben on va mettre les chances plutôt de notre côté en fait. Voilà. Donc Ouais, on peut pas garantir, mais on peut dire que ça serait toujours mieux que rien, en tout cas. voilà. Et je vois, quand on devient acteur aussi de sa vie, parce que là, tout ce qu'on dit, c'est nous qui le décidons. Nous qui mangeons, on choisit ce qu'on met dans l'assiette, on choisit comment on bouge, on choisit ses relations. Et quand on devient acteur de sa vie, en fait, euh, ça donne un pouvoir énorme. Tu es plus passif face à voilà, ce qu'on te dit, ce qu'on te propose. C'est toi qui deviens acteur. Agir Et ça, plutôt que subir. voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai parce que le fait de subir, ça donne en fait c'est comme si en fait le corps perdait le contrôle en fait. Quand on prend des décisions sur notre alimentation, sur nos choix de vie en fait, bah ça nous emmène dans une sorte de dynamique qui dit grosso modo, bah voilà, c'est moi qui décide de ma santé. Même si c'est pas si simple que ça, mais quand on subit sa santé et quand on agit sur sa santé aussi quoi. Les deux sont liés. Donc forcément, ça joue Exactement. effectivement. Mm. En tout cas, merci beaucoup, Julie, pour ce témoignage super inspirant et bravo pour ce beau parcours. On te souhaite bien sûr plein de succès pour ton futur marathon en particulier et sur le reste en général. On partagera du coup dans la description et dans le commentaire les références de ton livre pour les gens qui veulent le lire et aller plus loin et connaître un peu plus son histoire dans les détails. Voilà, si tu veux, je te laisse le mot de la fin. Bah, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était un plaisir, cette discussion. J'espère que beaucoup de personnes vont la voir, que ça va inspirer des personnes à rentrer voilà, en action, en fait, et oser se dépasser. C'est le titre de mon livre. Donc voilà,
ça sera, enfin, j'aurai atteint mon objectif. Eh ben, j'en suis Merci persuadé beaucoup. aussi. Merci Julie, à bientôt peut-être pour d'autres vidéos. Et puis, si vous avez écouté ce podcast pour la première fois, n'hésitez pas à laisser un petit like et à laisser voilà, une notation. Je sais que sur les plateformes de podcast, on peut laisser des étoiles. Donc, dites-nous sur la plateforme ce que vous avez pensé, si vous avez aimé cet épisode. Mettez des étoiles, mettez un petit pouce et nous, on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. Salut Julie, salut à vous tous, ciao, bye. Merci beaucoup. Au revoir. Merci d'être arrivé au bout de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si ce podcast vous permet d'opérer des changements sur votre santé, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et de le diffuser autour de vous, car c'est la meilleure manière de soutenir notre travail. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.